Je sais pas pour vous, mais personnellement quand je vois ces images et que j'entends cette musique, il y a quelque chose qui se passe en moi. Quand Pokémon Bleu et Rouge ont débarqué en France, j'avais 8 ans. Je commençais à bien savoir lire, j'étais déjà scotché à ma Game Boy Color, je passais mes samedis matins dans le canapé devant TF1, bref, j'étais la cible parfaite pour Nintendo et ils ont tapé dans le mille puisque j'étais le premier de ma classe à avoir ma version à moi et j'en étais fier. Alors bien sûr, Pokémon ce n'était pas seulement un monstre marketing, c'était aussi un JRPG brillant avec des bases de game design très fortes qui ont marqué des millions de joueurs et joueuses. Il y avait d'abord évidemment la chasse et la capture des Pokémon, le fait qu'ils évoluent et qu'ils deviennent de plus en plus forts pour nous défendre en combat. Il y avait aussi le système de faiblesse et de résistance basé sur différents types façon Shifumi, ou encore la progression rythmée par la découverte des capsules secrètes et les duels face aux champions d'arène. Plein d'éléments remarquables qui ont permis à la saga de perdurer jusqu'à aujourd'hui. Mais forcément, aussi réussie soit-elle, la recette a fini par stagner avec le temps, et malgré les nombreux micro-ajouts et ajustements apportés par Game Freak à la licence, il est de plus en plus difficile d'attaquer un nouveau Pokémon sans une sérieuse sensation de déjà-vu. Le système de combat n'a plus grand chose à raconter, il n'a quasiment pas bougé depuis le début, la progression est de plus en plus prévisible, et niveau scénario et narration, ça tourne quand même bien en rond depuis une quinzaine d'années. Et apparemment, ce ne sont pas les versions Let's Go qui vont arranger les choses, tant elles semblent vouloir jouer sur la nostalgie version édulcorée. Mais Nintendo n'a peut-être pas dit son dernier mot. Il y aurait un autre Pokémon en préparation sur Switch qui devrait être la véritable 8ème génération, après celle du couple Soleil-Lune. Et d'après certaines rumeurs, le succès récent de Breath of the Wild aurait donné envie aux dirigeants de Game Freak de tenter de réellement repenser leur série, comme l'a fait Fujibayashi avec Zelda. Et même si ce n'est qu'une rumeur et que c'est très probablement du pipeau, l'idée me plaît beaucoup. Parce que si ça veut dire rompre avec les traditions et s'inspirer d'autres jeux pour donner une nouvelle identité à la série, je ne vois pas meilleure direction pour Pokémon. En 20 ans, le RPG s'est énormément diversifié, et clairement, les monstres de poche ont de quoi faire s'ils décident de regarder un peu ailleurs pour essayer de se renouveler. Moi-même, durant ces dernières années, j'ai joué à pas mal de simili RPG super cool, et dans certains, j'y ai vu des idées que je verrais carrément dans Pokémon. Du coup, j'ai décidé de m'amuser un peu, et je suis allé piller quelques-uns de mes jeux récents préférés pour trouver des solutions aux trucs qui me semblent être devenus un peu lourdingues dans Pokémon. Des mécaniques ou des systèmes pour bousculer la forme établie, mais tout en essayant de garder ce qui fait à mon sens l'essentiel de la série, c'est-à-dire la chasse aux monstres, les combats et l'aventure. Voilà donc 4 idées de game design pour faire évoluer Pokémon, bienvenue dans Game Next Door. Si comme moi vous avez déjà un certain nombre de fois quitté votre mère virtuelle pour aller mettre une fessée à la Ligue Pokémon, vous savez très certainement que pour devenir maître, ce n'est pas bien compliqué. Il faut avoir une équipe assez équilibrée, de quoi faire des coups super efficaces à n'importe quel type, et un niveau relativement équivalent à ce qui se trouve en face. Et la technique optimale pour atteindre ces conditions de victoire, c'est de capturer et de choisir 6 Pokémon de types différents au fur et à mesure de l'aventure, et de n'entraîner que ces derniers. Et si jamais ça coince à un moment, il y aura toujours dans le coin un remplaçant à capturer pour faire le taf. La structure et l'équilibrage du jeu font donc que nous n'avons finalement pas grand intérêt à capturer et collectionner plein de Pokémon, si ce n'est pour remplir nos boîtes dans le PC de Léo. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve à parcourir l'ensemble de l'aventure avec peu ou prou la même équipe et la même stratégie. Et c'est quand même dommage au regard de la promesse initiale du jeu. Pour solutionner cette première problématique, j'irais personnellement regarder du côté de Darkest Dungeon, parce que le jeu de Red Hook est très fort pour nous forcer à jongler entre tous les membres du roster qu'il met à notre disposition. D'abord, tous les personnages ont 2 jauges à gérer, une jauge de santé qui descend après chaque coup mais qui se recharge entre chaque quête, et une jauge de stress qui se remplit lentement au fur et à mesure des combats et qui ne peut se réduire que si on laisse les persos se reposer pendant que d'autres vont charbonner. Et si on les force à y aller, on risque de les voir perdre les pédales et pourquoi pas mourir d'un arrêt cardiaque parce qu'ils n'en peuvent plus de bosser. On est donc obligé d'organiser un vrai roulement dans les effectifs et ça nous incite évidemment à essayer toutes les classes de personnages. Pour appuyer la chose et nous éviter de simplement choisir 4 classes et de ne recruter que des persos de celles-ci, les différents environnements du jeu sont aussi faits pour encourager l'utilisation de classes spécifiques. Par exemple, dans l'espèce de forêt putride, les bestioles sont très peu sensibles au poison. Les docteurs Lapeste et les pillards seront donc moins intéressantes à utiliser, mais les punks à chiens et les clowns qui causent des saignements peuvent les remplacer. Et inversement, dans la zone des bateaux, les poiscailles résistent aux saignements grâce à leurs écailles et il faudra privilégier le poison. Non seulement il faut jongler entre nos hommes de main pour qu'ils aient le temps de décompresser, mais en plus, ils sont plus ou moins à l'aise dans les différentes zones du jeu et on doit donc toujours chercher à repenser nos équipes. Si Darkest Dungeon est dans le fond très répétitif, on peut y passer énormément de temps parce que le jeu nous force à diversifier nos approches, et plus on joue, plus on découvre l'intérêt de certaines classes qui nous semblaient pas forcément géniales au premier abord. Et c'est donc typiquement ce que j'aimerais voir dans Pokémon. Alors je ne dis pas qu'il faudrait que votre Florizard devienne masochiste parce qu'il a trop utilisé ses Foilianes, mais je pense qu'une jauge de fatigue pourrait être facilement implémentée dans la recette de la série. On laisse nos compagnons au centre Pokémon pendant qu'on fait d'autres trucs et on alterne les équipes.
Et il suffirait de faire que les Pokémon ne nous obéissent plus dépasser un certain stade de fatigue, comme ils pouvaient d'ailleurs déjà le faire sous certaines conditions. Ce serait pour moi une excellente façon d'inciter les dresseurs et dresseuses à capturer d'autres Pokémon et à varier leur composition d'équipe. Et pour aller plus loin, pourquoi ne pas restreindre le nombre de Pokémon à 4 par équipe pour forcer à faire des choix plus radicaux en fonction des situations? Les environnements qui privilégient certains types sont déjà présents, c'est toujours mieux d'avoir du feu et du combat dans un espace enneigé, et avec un équilibrage un peu plus serré, on pourrait visiter toute la carte et se retrouver à la fin avec plein de Pokémon avec lesquels on a fait un bout de chemin par-ci par-là. Tout ça demanderait bien sûr de nombreux ajustements, mais ce serait à mon sens un changement bienvenu pour faire sortir de sa zone de confort un roublard de la Pokéball comme moi, qui a fini par rouler sur les dernières générations. S'ils ont subi un certain nombre d'ajustements et de modifications à travers les différents épisodes, et qu'ils ont toujours été plutôt réussis, les combats de la série Pokémon ont finalement assez peu évolué en 20 ans. Le plus gros changement étant les combats doubles ou triples qui, à part dans les infâmes épisodes GameCube, ne sont restés que des exceptions par rapport aux traditionnels duels, et qui n'ont par ailleurs jamais vraiment été approfondis avec le temps. Et c'est aussi un des points que j'aimerais voir changer si Pokémon doit connaître une renaissance façon Breath of the Wild. Des combats multiples pourraient être l'occasion d'apporter au jeu le dynamisme de la série animée et des combinaisons d'attaques dont je rêvais étant gosse. Récemment, les combats les plus proches de Pokémon et les plus dynamiques que j'ai pu voir se trouvent être ceux de Persona 5. C'est du tour par tour, il y a aussi un système de faiblesse, il y a même de la capture, bref, même si je ne connaissais pas la série, je n'ai pas été dépaysé en découvrant le 5ème épisode tant il me rappelait mes heures passées devant ma Game Boy et ma DS. Par contre, j'ai été tout de suite soufflé par le dynamisme des combats qui est dû à la fois à leur esthétique et à leur ergonomie. Toutes les actions possibles sont assignées à un bouton spécifique et la navigation dans les menus en combat se fait donc majoritairement via des raccourcis. Tout est indiqué à l'écran et une fois qu'on a pris le pli, on peut très vite passer d'une action d'un perso à l'autre en appuyant seulement sur 2-3 boutons. Les feedbacks visuels et sonores sont très marqués et même si on ne fait que cliquer sur des mots, on a l'impression d'enchaîner nous-mêmes toutes les actions à l'écran. Tout est animé avec soin, des attaques jusqu'aux jauges de vie des ennemis qui craquent une fois qu'ils tombent KO. Ensuite, les affinités entre les personnages nous permettent de débloquer différentes combinaisons, comme passer le relais pour sauter son tour et jouer plus rapidement avec un autre, ou lancer une attaque de soutien après un coup porté à l'ennemi. Cela permet non seulement de créer des combos parfois dévastateurs, de gagner du temps, mais surtout de casser un ordre de combat préétabli qui inscrirait les affrontements dans une certaine routine. Pokémon aurait donc pour moi tout à gagner à s'inspirer de Persona 5. Constituer une équipe pour des combats multiples pourrait leur apporter une nouvelle profondeur tactique sans forcément les complexifier plus que ça. Non seulement ça permettrait de diversifier les situations de manière exponentielle, mais ça éviterait aussi peut-être de s'enchaîner les 4 Magikarp d'un pêcheur alors qu'on pourrait les évincer en 1 ou 2 tours avec notre équipe au complet. On peut aussi totalement envisager la présence de combos entre différentes attaques de type complémentaire qui iraient plus loin que l'enchaînement Danse-Pluie et Fatal Foudre, et que des Pokémon qui combattent souvent ensemble développent des affinités ou des capacités spéciales s'ils sont côte à côte en combat. Enfin, si l'ergonomie des combats Pokémon n'est pas mauvaise du tout, le jeu a toujours manqué d'un poil de réactivité et d'animation autre que celle des Pokémon pour être réellement spectaculaire. Et si je demanderais pas non plus au jeu d'avoir autant de style que Persona 5, j'aimerais que ce qui se passe à l'écran soit un peu plus foufou, surtout que Pokémon a toujours été une série assez cartoon dans l'ensemble. Une chose que je ne pouvais pas voir à 8 ans parce que je n'avais pas la culture pour, c'est que Pokémon, dans sa structure et sa philosophie, emprunte beaucoup au Metroidvania. Même si c'est simplifié, le monde est interconnecté et non linéaire, et on débloque au fur et à mesure du jeu de nouvelles capacités et des objets qui nous permettent d'explorer encore plus loin. Et je pense que c'est ce qui explique ce souvenir assez vif que j'ai d'une aventure faite de découvertes et de surprises, mais aussi particulièrement engageante parce qu'elle me forçait à réfléchir et m'orienter dans un monde qui me fascinait. Et ça, c'est le cœur du Metroidvania. Mais avec le temps, il me semble que la série a cédé à un dirigisme de plus en plus poussé. Alors il y en avait certainement un petit peu besoin parce qu'il y avait quand même quelques approximations dans le premier épisode, comme les capacités Surf et Force planquées quasiment au même endroit, au fond du parc Safari, et rien pour réellement nous inciter à y aller. Mais ça a surtout rendu la série beaucoup plus linéaire, avec ce qu'on appelle des hardlocks de partout, pour nous empêcher d'explorer tant qu'on n'a pas fait ce que le jeu voulait qu'on fasse. Et du coup, l'exploration bien présente au début a fini par disparaître tant on est fixé sur des rails. Et là, je me suis dit qu'il fallait donc aller voir du côté de Hollow Knight, parce que s'il y a un jeu qui réussit à coupler l'exploration à la réflexion et à la surprise, c'est bien lui. Les deux membres de la Team Cherry ont été très malins dans leur façon d'encourager l'exploration. En rentrant dans chaque nouvelle zone et en fouillant un peu, on peut trouver la carte de ladite zone, mais celle-ci est systématiquement incomplète et ne nous montre que ce qu'on appelle le chemin critique, c'est-à-dire l'itinéraire principal pour aller au bon endroit pour progresser. On a donc le choix, soit on s'aventure par là et on va sûrement trouver un boss ou un pouvoir, soit on décide d'emprunter tous les chemins qui ne sont pas indiqués et d'explorer un peu plus. On trouvera alors des bonus, des raccourcis pour nous simplifier la tâche, ou peut-être même un accès à une autre zone. Puis, au fur et à mesure que l'on débloque les pouvoirs principaux du chevalier, d'autres pans de la carte s'ouvriront à nous et l'exploration se fera à une plus grande échelle. Et la deuxième partie du jeu est complètement ouverte puisqu'on peut se débarrasser des 3 rêveurs dans l'ordre que l'on veut.
Pour moi, la grande réussite du jeu, c'est d'arriver à un certain équilibre entre l'exploration réfléchie et voulue, quand on cherche nous-mêmes à aller quelque part, et l'exploration surprise, celle qui fait qu'on tombe sur un tout nouvel espace de jeu parce qu'on s'est faufilé dans un trou suspect. Et à part une ou deux portes peut-être un peu trop planquées, le jeu arrive toujours à nous suggérer la présence d'un secret par son level design ou d'autres indices visuels. Et Pokémon pourrait apprendre de tout ça. En amputant la carte de chemin optionnel, la série pourrait faire le pont entre celles et ceux qui veulent aller droit au but et les autres qui veulent explorer et découvrir le monde qui s'offre à eux sans toujours savoir précisément où ils vont. Cela permettrait de réinjecter cette notion de choix dans la progression spatiale et surtout de faire ressentir aux joueurs et joueuses cette sensation de réellement participer à leur propre aventure et de découvrir les choses par elles-mêmes. Et puis, pour toujours donner plus d'autonomie, pourquoi pas rendre la progression d'une seconde partie de l'aventure un peu plus libre? Une fois qu'on a les bases, qu'on a compris le système de jeu et la structure du monde, c'est toujours plaisant de façonner son propre parcours en allant d'abord voir là où on a plus envie d'aller voir. Et Pokémon a au moins autant de matière que Hollow Knight pour créer des secrets et récompenser celles et ceux qui s'intéressent au monde dans ses moindres détails. Je pense que je me mouille pas trop en disant que le scénario de Pokémon a toujours été assez convenu. On veut devenir maître de la ligue, et au passage on doit se farcir une team de bras cassés qui veulent dominer le monde avec un plan foireux, le tout saupoudré de quelques leçons sur l'amitié et la compassion. En soi, c'est pas vraiment un problème, déjà parce que c'est un JRPG, et sans vouloir prendre le genre de haut, c'est pas vraiment sur ce plan-là que je l'attends. Mais aussi parce que ce scénario tient dans le monde des Pokémon, et qu'il y a donc un potentiel incroyable pour raconter des choses. Et c'est là que le bas blesse pour moi, parce que si la série animée savait mettre en scène les Pokémon dans des micro-histoires pour nous les présenter et les définir, les jeux ont toujours été assez avares à ce niveau-là. C'est tout de même dommage de parcourir tout un monde peuplé de créatures fantastiques si rien ou presque ne traduit de manière concrète leur présence dans celui-ci, si ce n'est qu'il y a un dresseur qui veut se battre à chaque coin de rue. Et cette année, comme pas mal de monde j'imagine, j'ai découvert Monster Hunter avec l'épisode World, et un des gros points forts du jeu, c'est justement sa façon de construire le monde autour des monstres qui l'habitent. Les différentes régions du jeu sont subdivisées en de multiples zones qui ont toutes été pensées pour mettre en valeur les bestioles du jeu et les affrontements face à celles-ci. Que ce soit le Ratalos, le Legiana, le Diablos ou n'importe quel autre monstre, tous ont un nid dans lequel on sera forcément amené à les affronter. Ces nids sont visuellement très travaillés et ils nous permettent de mieux comprendre la place du monstre dans l'écosystème dans lequel il vit. Par exemple, il faut monter tout en haut de la forêt de corail pour trouver la tanière du Legiana. La topographie du lieu correspond au mode de déplacement de la bestiole, avec des plateformes pour qu'il se pose, et sa place dans la zone traduit sa place dans la hiérarchie locale, puisqu'il domine tout le territoire. De cette façon, les environnements de Monster Hunter World participent à la narration, et chaque combat de monstre devient d'autant plus mémorable que l'affrontement se fait dans un contexte particulier qui les ancre un peu plus dans le monde virtuel. Et ce n'est pas tout, puisque les monstres interagissent aussi entre eux quand ils se croisent, et c'est tout de même quelque chose de voir un Anjanad se faire bolosser devant soi par une bébête plus grosse que lui. Même si les animations sont scriptées, il ressort de ces affrontements une vraie sensation d'être face à des formes de vie qui se confrontent dans un environnement qui leur appartient, et cela donne d'autant plus de cohérence à l'univers du jeu. Une cohérence que j'aimerais vraiment retrouver dans Pokémon, qui a tout à fait les armes pour ça. Tous les Pokémon vivent déjà dans des endroits qui correspondent à leur type, mais un travail plus abouti sur les environnements et la mise en scène permettrait au jeu de prendre une nouvelle dimension et d'aboutir à cette promesse de dresseur-explorateur qui découvre le monde des Pokémon et pas le monde d'un côté et les Pokémon de l'autre. Et il y avait déjà un soupçon de ça, si on repense au Voltorb planqué dans la centrale, à la cave Topiqueur ou à la tour Pokémon qui était remplie de Fantominus. Mais j'aimerais voir un coin de forêt où se réunissent les Coconforts et les Crisiaciers pour éclore, une banquise où on pourrait trouver des Otaria et des Lamantines. Et pourquoi pas des lieux où on pourrait comprendre que certains Pokémon se sont disputés un territoire avec des traces de griffes ou de crocs sur une petite surface. À notre époque, un tel travail sur les environnements est possible, et cela permettrait à la série de tenter des choses sur le plan narratif, surtout si on couple ça avec son côté Metroidvania, en récompensant l'exploration par des lieux dont la scénographie met en valeur les Pokémon et leur place dans le monde. Et comme dans Monster Hunter, ça ajouterait une vraie cohérence et renforcerait cette sensation de s'immerger dans un espace virtuel crédible qui nous préexiste et qui n'est pas simplement centré sur nous. Pokémon est certainement une des séries qui a nourri le plus de fantasmes dans ce qu'elle pourrait être. Du grand chelem mêlant toutes les régions traversées ever à un open world vaste et rempli de quêtes façon Skyrim, tout a probablement déjà été imaginé et souhaité pour l'avenir de cette série. Mais si on met de côté ces rêves un peu farfelus, on peut se rendre compte qu'il y a plein de jeux, bien réels cette fois-ci, qui font très bien ce que Pokémon a un petit peu de mal à faire, grâce à des mécaniques intelligentes ou des approches de game design radicalement différentes. Et s'il n'y a certainement aucune chance pour que les 4 idées que j'ai présentées se retrouvent effectivement dans la prochaine génération, je pense que Pokémon aurait beaucoup à gagner en se réappropriant ce qui se fait ailleurs.
Pour moi, c'est ce qui a permis à Nintendo d'aboutir à un vrai nouveau jeu avec le dernier Zelda, qui emprunte plus ou moins directement à Shadow of the Colossus, Dark Souls, Fallout ou même Deus Ex. Et s'il tentait une approche similaire avec Pokémon, je pense qu'il pourrait non seulement conquérir ce nouveau public qui découvre le jeu vidéo avec la Switch, mais aussi retenter des millions de joueurs et joueuses qui ont déjà bien passé la vingtaine, mais qui n'ont certainement pas oublié ces moments passés à capturer des Pokémonstres. Et si la Switch cartonne déjà bien correctement, avec un Pokémon qui relance la série, ça peut faire très mal. Merci d'avoir suivi cet épisode un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis sûr que vous avez vous aussi des idées pour faire évoluer Pokémon. Si vous avez une piste intéressante ou un jeu qui vous semble être le bon candidat, n'hésitez pas à nous partager ça dans les commentaires. Cet épisode a été financé en majeure partie par nos tipeurs, un grand merci à eux, et aussi par une subvention du CNC, comme vous avez pu le voir en début de vidéo. C'est une nouvelle phase de vie pour Game Next Door qui commence, et on va essayer d'en tirer profit pour vous proposer un peu plus d'épisodes que cette année passée. On se retrouve très bientôt, je l'espère, bon courage pour la rentrée, et évidemment, cœur sur vos manettes et vos hyper potions.